C'est les concours 2023 en ce moment et je vais te parler dans cette vidéo de l'épreuve qui est tombée en maths 2 à HEC pour l'option maths approfondie. Alors on va faire une petite analyse d'abord du sujet et ensuite on verra certaines questions. On va voir regarder un petit peu le début, donc questions qui sont abordables, celles qu'on va traiter dans cette vidéo, abordables par des étudiants de terminale, des étudiants de prépa en première année et évidemment les étudiants qui sont en train de passer les concours. Allez, on commence par l'analyse du sujet. Donc là, on avait en face de nous un sujet de maths 2, très beau sujet si on devait résumer tout de même, avec d'abord une première question, une première partie, question préliminaire, où là on avait des questions autour de la partie entière. Ultra classique, donc là il fallait savoir faire, donc on verra rapidement comment ensuite. Donc celle-là, cette partie-là, ça c'était juste obligatoire à faire absolument. Donc ça, à faire dès le début, et pas essayer d'éviter ce genre de questions. Ensuite, première partie, là, tout de suite, là, ça valorisait le travail. C'est-à-dire que là, on a une partie sur l'arc sinus. L'arc sinus, pour être très sincère avec vous, moi, ça fait des années que j'en ai pas vu. Et donc, du coup, cette partie pouvait faire peur à ceux qui n'aiment pas trop la trigonométrie. On va voir comment, donc c'est cette partie-là justement qu'on va regarder. Étudiant de terminale, tu peux faire cette question également. On va voir comment. Et donc ça continuait avec ensuite une petite étude de fonction autour de l'arc sinus. Là, une étude de fonction assez standard, on va dire, et où on nous demandait un graphe à l'arrivée. Donc là, on teste en fait les qualités de l'étudiant en termes d'analyse. Donc ça aussi à faire. Et attention, si on fait mal cette partie, ça risque d'être un petit peu plus difficile par la suite parce qu'on envoie au correcteur le signal de OK, je n'ai pas les bases de classe de terminale. Donc là, partie très importante pour tout de suite annoncer la couleur au correcteur. Ensuite, en question 5, on avait donc des densités. Il nous définissait un petit peu les choses. Là, quand même, on est plutôt sympa, même si on n'a pas bien fait la question sur l'arc sinus. Ici, on a g de x égale, et ensuite, on peut travailler sur cette partie-là. Donc là, c'est plus adapté aux étudiants de terminale, évidemment. Donc là, c'est étudiants de deuxième année essentiellement, avec un peu de Python, et puis des inégalités ensuite. Donc là aussi, il faut sans doute se battre sur cette partie, parce que c'est vraiment accessible pour les étudiants de deuxième année. Donc là, cette partie-là, hein, c'est deuxième année uniquement, mais assez, on va dire, jouable. Donc, en tout cas, dans l'analyse première, hein, quand on regarde ça, on se dit, je vais passer du temps sur cette question. Ensuite, on a une partie 2, et là, on est quand même assez content quand on regarde ça. Vous allez me dire pourquoi on est content. Peut-être tout le monde n'est pas content. En tout cas, moi, j'étais content. Nos étudiants, sans doute, les étudiants chez MyPrépa, étaient contents parce que là, on reconnaît en fait quelque chose d'assez classique pour ceux qui connaissent les sujets de concours. On a ici un sujet qui fait référence, vous me direz en commentaire si vous l'aviez vu, qui fait référence à un sujet, je vais vous le montrer, de l'ESCP 2000. Je vous montre ça, où on avait donc sur le SCP 2000 donc une première partie qui était sympathique, hein, partie d'analyse, mais c'est surtout la partie 2 qui est assez commune avec la deuxième partie de HEC 2023, donc où là on avait aussi, donc là c'était P de x1 égale 1 qui vaut θ et P de x1 égale moins 1 qui vaut 1 moins θ, donc on a une variable là, qui prend deux valeurs, moins 1 et 1. C'était le même cas dans le SCP 2000, sauf que ici la probabilité était de 1,5 et non pas de θ. Mais on avait aussi notre Sn qui était égal à la somme des xk et on devait notamment, vous le verrez ici, P de sk plus 1, P de s2k plus 1 pardon, égale 0. On voulait montrer que c'était égal à 0. Là, plus dur sur le SCP 2000, c'était une partie ici, voilà, calculer P de Sn égale 0, où il ne nous donnait pas la distinction de k. Donc ceux qui savaient faire cette question, forcément savaient faire cette question qui était plus simple. Et P de S2K égale 0, on verra que ça ressemblait à de la loi binomiale, qui était également démontrable ici sur ce sujet de l'ESCP. Mais entre-temps, hein, c'était un petit peu différent bien sûr, on avait, donc au-delà de ces sujets assez proches, de ces questions assez proches de l'ESCP, on avait aussi ici l'occasion de s'illustrer pour les deuxièmes années avec ici un intervalle de confiance asymptotique. Alors, je sais que j'ai dans la plupart des prépas, vous voyez ça en fin d'année, mais ça tombe très souvent au concours. Une fois de plus ici, on avait l'occasion de faire la différence. J'imagine, les cubes ont dû s'amuser sur cette question. Donc là, on avait une partie 2 clairement qui était assez difficile.
qui, quand on l'avait jamais vu, pouvait poser problème, notamment sur ses notations à la fin, avec max des k appartenant à 0n, tels que s de k de oméga égale à 0. Donc là, on était sur une partie clairement un petit peu difficile. Là, ln égale k, ça ressemble, je peux vous remontrer, hein, ça ressemble quand même à ce qu'on a dans ESCP 2000 ici. Et puis aussi, parce que là je vous parle de ESCP 2000, peut-être que vous ne l'avez pas fait, le SCP 2000, mais même si vous n'aviez pas fait ESCP 2000, il y avait cette année un indice qui avait été donné. Et donc là, je vais vous montrer quel était cet indice. C'est en fait sur le sujet écrit comme 2023, maths appliquées, non pas maths approfondies, alors que là, on est en train de traiter le sujet de maths approfondies. Sur le sujet de maths appliquées, ils avaient étonnamment donné une version simplifiée de l'ESCP 2000. Je vous le mets ici, hein. Donc voilà, ici, exercice 2, vous voyez, ça ressemble un petit peu comme le SCP 2000, avec ensuite, en partie 2, bah, pareil, là, on a donc une variable qui prend deux valeurs, 1 et moins 1, avec une probabilité P et 1 moins P, un petit peu, finalement, un petit peu comme ce qui est donné ici, hein, regardez, une probabilité de P de x égale 1 qui vaut θ, et P de x égale moins 1 qui vaut 1 moins θ, et où il nous donnait des choses à regarder assez équivalentes, hein. Regardez, là, y égale 1 demi de xi plus 1. Là, il s'appelle zn, égale à yn plus 1 sur 2. C'est le même genre d'astuce. Donc là, avec aussi ici p2n plus 1 égale 0. Ah bah tiens donc, c'était le p de s de k plus 1 égale 0, dont il fallait montrer que cette probabilité-là valait 0. Et p2n égale à n parmi 2n, pn 1 moins pn, c'était cette question-là. Donc ceux qui avaient, et nous c'était une recommandation qu'on avait faite, hein, ceux qui avaient fait les sujets 0 dans les deux filières, notamment pour ceux qui sont en maths approfondie, également faire les sujets de maths appliquées, évidemment dans le programme qui est commun, eh bien c'était sans doute utile de faire cette question-là. Voilà, donc là vous avez vu, hein, si je résume, partie 1, très accessible pour un étudiant de terminale, partie 2 accessible pour ceux qui avaient bien travaillé et qui, évidemment, ceux qui avaient fait le SCP 2000 étaient avantagés. Et ensuite, quand on avance dans le sujet, là, on y voit un peu moins clair. Donc là, on voit qu'il y a des probabilités d'intersection. Donc là, on se dit, ok, donc là, cette partie-là qui arrive, on ne sait pas trop comment l'analyser, si ce n'est que il faut avoir quand même mis les mains dans le cambouis dans la partie 2 pour pouvoir comprendre ensuite ce qui se passe ici. Mais on a quand même des moments où on se dit, tiens, il y aura peut-être des choses à faire. Là, la question 19, moi je me dis, celle-là, il faut que je me la fasse. Celle-là, à faire. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être plutôt vers la fin. Mais là, on se dit qu'il y a des choses sans doute jouables. Dans la troisième partie, on a du Python. Donc là, oui, le Python, c'est valable en maths appliquées, mais c'est également valable en maths approfondie. Donc il fallait sans doute donner une chance au Python parce que, je vous le répète, une question de Python, enfin une question historiquement, une question d'algorithmique, c'est valorisé à peu près 4 fois plus qu'une question normale. Donc faites du Python dans les années à venir. Ensuite, ici on avait des questions sans doute jouables là quand même, hein, où on a des suites qui sont peut-être abordables. Donc là la question 22 aussi, je pense qu'il fallait la faire. Là, après, on a des manipulations autour des sommes, avec des parties entières encore. Peut-être qu'il fallait se servir de la partie 1 d'ailleurs, sur ces questions-là, à voir. Et là, on a une grosse inégalité. Donc là, franchement, pour l'instant, on voit pas trop, mais on se dit que c'est peut-être en utilisant les questions précédentes. Donc là, peut-être à regarder quand même. Voilà, en première approche, ce qu'il fallait voir. Et ça se termine après avec encore cette grosse somme là, avec des k parmi n, des coefficients binomiaux, où on n'y voit pas trop clair. Donc là, soyons pour le coup clairs, quelle était la stratégie à adopter ici? Sans doute un petit peu d'aller dans l'ordre, en soignant bien le début. Là, le début, il faut être quand même parfait. Ici, hein. Donc là, on est parfait sur le début. La loi Arcsine, on se bat, on se dit, oulala, même si je n'ai pas fait d'Arcsine depuis longtemps, il faut quand même que j'essaye de trouver. Parce que ça fait partie des grands classiques de première année. Et on va voir comment. Et ensuite, là, des densités, là aussi on essaye de se battre, c'est jouable. Il y a du Python, on essaye de le faire. Les inégalités là, à voir si on les traite, mais si on les traite pas, c'est pas grave, parce qu'on a la partie 2. Et la partie 2, pour ceux qui avaient fait, comme je vous l'ai dit, soit écrit comme 2023, sujet 0, maths appli, soit le SCP 2000, et là il faut faire le sujet
en essayant aussi de gagner des points pour notamment les carrés qui ont bien vu ce chapitre. Mais là, ici, attention à faire aussi tout ce qui est donc intervalle de confiance. Ça, il faut le faire. Ici, on reconnaissait des questions de l'ESCP 2000, donc on les faisait. Et après, par contre, ça devient un peu plus dur. Là, ici, franchement, à voir. Vous prenez pas trop la tête sur ça, vous verrez le moment venu. En revanche, repérez qu'il y avait des questions quand même à la fin qu'il fallait traiter parce que ça devait sans doute être jouable. Là, ici, là, moi, je me serais battu sans doute sur la dernière demi-heure pour faire ces questions-là plutôt que de me battre sur autre chose. Après, j'ai discuté hein, avec des étudiants de MyPrépa. Certains étudiants ont terminé le sujet. Donc c'était un sujet, assez étonnamment, hein, cette année, on pouvait terminer ce sujet. Alors que les années précédentes, vous le savez, c'est des sujets fleuves, interminables. Là, donc si je devais donner un pronostic, le 20 sera sans doute, pas en ayant tout fait, mais en ayant fait, on va dire, 80% du sujet. Sans doute, le 20 sera à peu près là. Maintenant, après, je n'ai pas de boule de cristal. Vous savez que cette année, c'est une année particulière où il y aura sans doute un peu moins de maths pro que de CS les années précédentes parce qu'il y a beaucoup d'ex-ECS qui sont allés sur maths appliquées. Donc je ne serais pas surpris que la moyenne, et ça on le verra, mais que la moyenne en maths approfondies soit bien supérieure à la moyenne en maths appliquées. Et que donc on ait des surprises, peut-être qu'il y aura plus de 20 à voir. Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, qui est une information importante, c'est que en maths approfondies, il y aura sans doute en proportion plus de maths approfondies dans le top 3. Le top 3 veut des profils scientifiques. Et donc peut-être que c'était une bonne idée de rester en maths approfondies quand on voit le sujet ici qui valorisait quand même le travail et le fait d'avoir vu des sujets classiques comme le SCP-2000 qui, pour votre info, est l'un des sujets que j'adore donner, je le donne tous les ans à nos étudiants. Allez, maintenant on va faire un petit peu de maths. Là je vous ai fait l'analyse. On va maintenant regarder une petite partie, donc le début, hein, parce que je veux que les étudiants de première année et même les étudiants de terminale se disent mais en fait c'est jouable, on peut peut-être faire le sujet. Oui, regardez. On va regarder ici comment il fallait faire sur ces premières questions. Donc là, on y va avec, donc je vais me mettre un petit peu plus bas, hop, je vais me mettre un petit peu plus bas, on va regarder. Donc là ici, quand on a partie entière de nx sur n égale x quand n tend vers l'infini, là il était assez évident d'utiliser quand même l'inégalité qu'on nous proposait, hein, je vous la remontre, hein. Elle est où? Elle est là, voilà, vous la voyez. Donc là ici, partie entière de t inférieure ou égale à t inférieur strict à t plus 1. Donc là on se doute que ça va être sans doute une histoire d'encadrement. Et effectivement, ici, donc là quand on fait la chose, regardez ce qui se passe. Donc là, je le fais d'abord hein, en mode brouillon, ensuite je vous montrerai la version corrigée. Mais donc là, on est en mode brouillon, et là on se dit, ok, alors attends, on a quoi? On a partie entière de nx, on sait que c'est plus petit que nx, et que c'est strictement plus petit que partie entière de nx plus 1. Donc là, l'idée, c'était évidemment de remplacer le t qui nous donnait dans l'inégalité ici, hein, de le remplacer par nx, avec les quantificateurs qu'on aura posés, etc. Là, on fait attention, on va devoir ensuite diviser par n, mais sauf qu'on va devoir aussi faire autre chose. C'est que là, on se dit, mais il n'est pas au milieu, là, moi je veux sans doute faire un théorème d'encadrement. Je veux encadrer mon partie entière de nx sur n et montrer que ça tend vers x quand je fais tendre n vers l'infini. Sauf que là, vous voyez que le partie entière de nx, il n'est pas au bon endroit, il est à gauche et à droite, mais il n'est pas au milieu. Comment on fait? Et bien, en fait, c'était pas si dur. Regardez, technique habituelle quand on a des inégalités, c'est qu'on saucissonne en deux. C'est-à-dire qu'on dit, bah tiens, ce truc-là, là, ça me donne quoi? Ça me donne partie entière de nx qui est plus petit que nx, ok. Et maintenant, celui-là, ah bah celui-là, bah, je vais du coup passer le 1, là, je vais le passer de l'autre côté. Et ça va nous donner ici, du coup, nx moins 1. Donc regardez hein, ici, cette expression-là, donc le plus 1, je le passe là-bas, ici. Et donc du coup, vous avez vu, on a réussi, avec une inégalité, double ici, à reformer une autre inégalité où la partie entière de nx, cette fois, est au milieu. Et là, on est quand même content. Parce que du coup après ce que je peux faire c'est je divise par n, ok. Attention quand vous faites ça,
faut bien préciser, pour tout n strictement plus grand que 0, donc supérieur ou égal à 1. Et là, là c'est du bonheur, parce que là, on a quoi? Là, on a, du coup, nx, on peut séparer, hein, ça nous fait x moins 1 sur n, plus petit que ce qu'on cherche, plus petit que x. Trop bien. Qu'est-ce qu'on observe? Ben, que quand je fais tendre n vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x, et donc par encadrement, on arrivait bien à montrer ce résultat-là. La question 2, donc c'est ça, cette question-là, jouable pour un étudiant de terminale qui a normalement vu la partie entière, qui est une fonction quand même usuelle. Ensuite, question 2. Question 2, montrer que limite de n moins partie entière de n sur 2 égale plus l'infini. Là, ici, il fallait avoir des réflexes, ils ne nous ont pas trop guidés ici. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on montre qu'une suite tend vers plus l'infini? Donc, généralement, comment on fait? Donc là, on peut se faire un petit point méthode. Un petit point méthode. Comment montrer que une suite un tend vers plus l'infini? Comment on montre ça? On peut faire, en 1, on peut faire un calcul direct. Mais ici, pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer qu'une suite tend vers plus l'infini? Alors, avec des outils simples, hein, on ne va pas utiliser par exemple des séries, parce qu'on pourrait utiliser aussi des séries. Mais là, outil simple, c'est, et ça vous devez l'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison. Qu'est-ce qui nous dit ce théorème de comparaison? Théorème de comparaison, il nous dit que lorsqu'on a un qui est plus petit que Vn à partir d'un certain rang, donc il existe un rang, hein, si on veut bien rédiger, tel que pour tout n plus grand que n0, on est un qui soit plus petit que Vn. Et si on a la limite de un quand n tend vers plus l'infini, qui vaut plus l'infini, et bien là, on a en fait que la limite, alors, la limite de Vn vaut plus l'infini. Et donc là, c'était un théorème très utile pour montrer qu'une suite diverge vers plus l'infini. On montre qu'elle est minorée par une suite qui, elle aussi, tend vers plus l'infini. Et là, on comprend, il faut visualiser la chose. Si un, il tend vers plus l'infini, et que Vn est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, vous doutez bien que on a bien Vn qui va tendre vers plus l'infini. Eh bien, c'était le cas ici. Ici, il fallait trouver comment on pouvait ensuite encadrer ça. Regardez, je vais vous mettre des éléments de correction. Donc là, que j'ai fait récemment. Donc là, je vous ai fait donc la partie entière de nx, hein, ce que je vous ai expliqué. Donc bien rédiger les choses. Hein. Soit x appartenant à r tel que blablabla. On a alors pour tout n appartenant à n étoile. Et là, vous avez vu, on essaie de bien rédiger. On divise par n en disant n strictement positif. Donc ça ne change pas, on peut diviser par n. Et en plus, ça ne change pas le sens d'une inégalité. On a ça. Et donc, par le théorème d'encadrement, on arrive à montrer que ça fait x. Je vous avais vu que j'ai fixé le x au début. Je mets une petite phrase, on est au début. Ceci est valable pour tout x, puisque je l'ai fixé, je l'ai pris quelconque. C'est valable pour tout x, donc du coup, je peux mettre pour tout x à la fin, même si je l'ai fixé au début. Et on a bien le résultat. Donc, comme je vous le disais, pour cette question-là, l'idée, c'était de trouver une inégalité pour appliquer le théorème de comparaison. Et là, j'en ai pas 10 000 des inégalités lorsque j'ai de la partie entière. J'ai partie entière de n sur 2 compris entre ça et ça. Bon, et bien là, en fait, je vous ai mis le brouillon, j'aime bien mettre les brouillons à chaque fois dans les corrigés. Là, en fait, il fallait ici mettre multiplier par moins 1. Là, et là, zoomer, en fait, hein, ici, il fallait vraiment se concentrer sur cette première partie de l'inégalité, cette deuxième partie, donc la partie droite, c'est celle-là qui nous intéressait. En construisant, on arrive à le trouver. Donc regardez ce que ça donne une fois que je sors de mon brouillon. On a partie entière de n sur 2 qui est plus petit que n sur 2, ça faut que tu le saches. Ensuite, je multiplie par moins 1, ça inverse. J'ajoute n membre à membre, ça nous fait ça. Et là, on est content. N moins n sur 2, ça fait n sur 2. Et n sur 2, quand n tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et ben oui. Et ben donc, vu que ça tend vers plus l'infini, donc c'est notre n sur 2. Et ben, du coup, par le théorème de comparaison, n moins partie entière de n sur 2 va également tendre vers plus l'infini. Et donc là, on avait quand même deux questions de niveau terminal. Il fallait les faire de manière, il fallait être exemplaire sur ce début-là. Ok. Une fois que je vous ai dit ça, on a maintenant, ensuite, la question
sur l'arc sinus. Et là, je vous avoue, ça fait presque 25 ans que je n'ai pas vu de questions sur l'arc sinus. Et donc, j'aurais pu me mettre en mode panique. En disant, attention, je comprends pas, ça fait presque 30 ans que je donne des cours de maths, j'ai pas vu l'arc sinus, je vais peut-être bloquer sur cette question. Non. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui m'est très cher, c'est le cours. Je connais le programme officiel, je connais le cours par cœur. Et donc, je sais que, bon, et puis ouais, accessoirement, j'ai fait aussi beaucoup de sujets, mais je sais donc que je vais m'en sortir juste avec le cours. Comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir avec le cours ici? Là, donc voyons ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, donc la restriction de la fonction sinus à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, est une bijection sur moins 1, 1. On note arcsin, qui va de moins 1 à 1, à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2, la bijection réciproque. Ok, donc arcsin, c'est la bijection réciproque de sin. Montrer que cosinus arcsin de x égale à racine de 1 moins x2. Comment on fait? Comment on fait? Bon, là, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé dans ma tête. Je vais peut-être pas vous montrer tout de suite la correction. Je vais aller directement, hop, en page 29. Allons-y. Comme ça, vous voyez pas la correction. Voilà. Je suis en page 29, page blanche. Là, comment je fais? On y va. On est question 3A. Je vais me remettre en bleu. Hop. Question 3A. En mode brouillon, là. Là, moi, ce que je me dis, c'est que qu'est-ce que je sais finalement sur les bijections réciproques? Je sais que quand j'ai f rond f moins 1 de x, je sais que ça fait x. Et je sais que f moins 1 rond f de x, ça fait x aussi. Pour tout x, les dx évidemment bien choisis dans les bons intervalles. Là, on est entre nous au brouillon. Ne montrez surtout pas ça à d'autres professeurs qui vont peut-être m'en vouloir. Donc là, on est comme ça. Ok, f rond f moins 1 de x égale x, f moins 1 rond f de x égale x. Donc ça veut dire que qu'est-ce que je sais par rapport au sinus? Je sais que arc sinus de sinus x, c'est égal à x. Finalement, et c'est donc on a aussi sinus de arc sinus de x qui vaut x. Voilà. Voilà les deux choses finalement que je sais. Ok. Bon. Là, moi, j'ai cosinus de arc sinus x. Bah, franchement, je ne sais pas faire, moi, cosinus d'arc sinus x. En revanche, je me dis quand même une chose, c'est que je me dis que, mais si le x ici, je pouvais le remplacer par du sinus quelque chose, alors pas x, mais sinus θ par exemple, peut-être que ça m'arrangerait. Voyons voir, parce que, vu que je ne sais que ça, arc sinus de sinus x égale x, et sinus de arc sinus x, en tout cas, c'est la principale chose que je connaisse, c'est ça. Et ben, je vais essayer dans mon brouillon de voir ce que ça donnerait. Et là, regardez. Regardez ce que ça donne. On a, du coup, ici, si je pose, imaginons que x, si j'arrive à faire en sorte que c'est égal à sinus θ. On y va, ça nous donne quoi? Ça nous donne que cos de arc sinus de sinus θ, c'est égal à quoi ce truc? J'y vais, on y va. Ça nous fait, eh ben, ça trop bien ça. Ça, je viens de voir que ça faisait θ, donc ça nous fait cos, ça nous fait, pardon, oui, c'est ça, cos de θ. Ok, donc on est plutôt content. Enfin, on est content. En tout cas, ça, on connaît, c'est cos θ, très bien. Bon, et après, on me dit, ouais, mais moi, je veux montrer que c'est égal à racine de 1 moins x2. Ok, ben, je vais voir. Ça fait quoi? Donc là, je mets un petit or. Racine de 1 moins x carré, qu'est-ce que ça vaut? Bah, faut pas oublier, hein, je remplace x par sin θ. Ça nous fait quoi? Ça nous fait racine de 1 moins sinus carré θ. Et là, je commence à voir l'histoire. Là, je connais. 1 moins sinus carré θ, ça, on me la fait pas. Je sais que cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ça, tu dois la connaître, cette formule, que tu sois en terminale, ou même en première, ou en prépa. Et donc, tu sais que 1 moins sinus carré, c'est en fait égal à cos carré. Et là, on commence à être heureux. Parce que ça nous fait quoi finalement ce truc? Ça nous fait racine de 1 moins cos. Ça nous fait racine de cos. On y va. Ça nous fait racine de cos carré θ. Attention ici, racine de cos carré θ. Tu vas te dire, c'est égal à cos θ. Attention, non. Là, il y a une règle, je te la rappelle. Parce que souvent, vous faites l'erreur. Racine de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a.
Et oui, il faut faire attention. Je te donne un exemple, hein. Racine de moins 2 au carré, ben, ça fait racine de 4, mais racine de 4 ça fait 2, mais 2 c'est égal à moins 2. Donc c'est en fait la valeur absolue de moins 2. Il faut se méfier dans le cas négatif, il y a parfois des subtilités. Donc là on a cos carré θ. Et cos carré θ, donc c'est valeur absolue, comme je viens de vous le dire, valeur absolue de cos θ. Sauf que ici, bah, θ, c'est là où il faut un peu se poser pour voir si, ok, est-ce qu'on est dans le cas où cos θ est positif ou négatif. Et en fait, ici, cos θ était bien positif. Je vais vous montrer comment. Donc là, et vous avez vu, une fois qu'on a réussi à montrer que cos θ en valeur absolue, ça fait cos θ. Du coup, on vient de montrer quoi? On vient de montrer que, je récapitule, hein, on vient de montrer que cosinus arcsine de sin θ, ça vaut cos θ. Et que racine de 1 moins x2, quand je remplace x par sin θ, ça fait aussi cos θ. Donc c'est égal. Donc on a bien l'égalité. Finalement, la seule difficulté ici, c'est de se dire, mais comment je fais pour remplacer x par sinus θ? Qu'est-ce qui me permet de le faire? Et bien c'est là qu'il y avait la petite subtilité de rédaction, c'est qu'on a une bijection ici. On a une bijection, donc quand je prends ici un x, si on fait les deux intervalles ici, voilà, je sais pas, ici on va dire que c'est l'intervalle moins 1, et là c'est l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Je sais pas trop dans quel ordre je le mets là, mais là qu'est-ce que je cherche en fait? Je veux prendre un élément de x qui appartient à moins 1, et je veux que ce soit, voilà, là on a des éléments, donc ça c'est les x ici. Donc je veux prendre un x qui est dans cet intervalle, et je veux savoir qu'est-ce qui me permet de voir que je peux le transformer par cos θ. Et bien en fait ici, vous vous rendez compte que j'ai mis à l'envers finalement, donc faites la même chose mais à l'envers. Ici en fait, on avait une bijection qui me permet de dire que ben oui, x, je peux l'écrire de la forme sinus θ parce que ici, sinus est une bijection. Est une bijection, donc ça veut dire que pour n'importe quel x, je vous rappelle ce que veut dire une bijection, c'est que pour tout x, donc c'est une bijection, un sinus pour être précis, ils nous le disent, hein, ils sont quand même sympas, c'est une bijection de moins pi sur 2 sur moins 1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire concrètement que il existe pour tout, ouais, on va être précis, on rappelle le cours là, pour tout x appartenant à moins 1, il existe un θ appartenant à moins pi sur 2, tel que x soit égal à sinus θ. Ça, c'est la définition d'une bijection. Je te rappelle, alors ça c'est peut-être plus pour les étudiants de prépa, mais je rappelle quand même le cas général, c'est que si f est une bijection de E vers f, alors pour tout élément de f, on peut trouver un unique antécédent, on appelle ça un unique antécédent, x dans E, tel que y soit égal à f de x. Et bien on faisait exactement cette chose-là, c'est-à-dire qu'on fixait notre x et on disait, il existe alors un unique θ appartenant à moins pi sur 2, tel que x soit égal à sinus θ. Et c'est comme ça qu'on arrivait à montrer d'ailleurs que cos θ sur cet intervalle-là était positif. Qu'est-ce que ça donne en version rédigée? Allez, là je te mets là la petite correction. Donc voilà pour la partie corrigée ici. 3.1, il y avait deux méthodes. Moi je te fais la méthode 1, c'est celle que je viens de t'exposer. Donc à l'aide du cours, tu fixes ton x dans moins 1. Voilà, puis ils nous disent pour tout x, ok, moi je vais en fixer un. L'application sinus est bijective sur moins 1. Donc il existe un unique θ appartenant à moins pi sur 2, tel que x soit égal à sinus θ. Et donc tu peux remplacer ton x ici par sinus θ. Ce qui nous fait cos θ à l'arrivée. Par ailleurs, racine de 1 moins x2, pareil, je remplace x par sinus θ. On l'a fait, on obtient valeur absolue de cos θ. Mais comme θ est dans l'intervalle moins pi sur 2, souviens-toi ça, hein, ça faut que tu saches faire. Le cos, ok, là on est moins pi sur 2, on est bien dans le cas où tu prends un angle, le cos il est même là ou même un angle négatif. Tu vois bien que le cosinus, il est toujours côté positif et non pas côté négatif. Donc c'est bien positif. Donc on a racine de 1 moins x2 qui vaut cos θ. Trop bien, on a montré que cos θ égale cos θ, bah oui on le sait.
Et donc, on a bien, j'ai fixé mon x dans moins 1, mais je peux dire que c'est encore vrai pour tout x. Pour tout x appartenant à moins 1, cos de arc sinus x égale à racine de 1 moins x2. Voilà la méthode qu'on pouvait utiliser ici, franchement juste en connaissant bien son cours et sans avoir vu d'arc sinus par ailleurs. Maintenant, il y avait une méthode 2 que tu peux quand même aussi mémoriser, qui est de se dire, il y a quand même ici du 1 moins x2, 1 moins x2, souvent dans les changements de variables avec les intégrales. Alors là, c'est plutôt une méthode d'expert, hein. Dans les changements de variables, 1 moins x2, il faut souvent poser x égale à sinus θ, ou x égale à cos θ pour faire apparaître cos carré égale à 1 moins sin carré. Et donc là, comme on avait cette idée-là, on pouvait le faire notamment et c'est là où il y a quand même l'astuce, en se disant que cos de quelque chose, c'est finalement, vu qu'on est dans les positifs, hein, on l'a déjà démontré, on a racine de cos carré, parce que là c'est le cos aussi qui m'embête. Moi si j'avais eu du sin, souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, sin de arc sinus x, je sais faire. Et donc là ici, l'idée c'était de dire, bah tiens cos, je vais l'élever au carré et mettre une racine. Ce que je fais ici, et c'est là où il y a l'astuce, franchement, quand tu l'as jamais vu, c'est plus dur. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Et parce qu'une fois que tu es là, après tu utilises l'autre astuce qui est en fait un point de cours, hein, cos carré qui vaut 1 moins sinus carré. Et c'est du bonheur, racine de 1 moins sinus carré de arc sinus x. Sinus de arc sinus x, le tout au carré, et ben ça fait x le tout au carré. Et donc on avait, par cette méthode 2, le résultat. Voilà ce qu'on pouvait faire sur cette analyse de sujet et puis quelques petites questions pour bien attaquer le sujet. J'espère que ça t'a plu. Je vais faire d'autres vidéos évidemment sur la maths appliquée, sur tous les sujets de concours qui sont tombés. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à très bientôt.